vous étiez dans une certaine disposition de recherche ou de curiosité à un moment donné, et vous basculez dans un nouveau statut ou une nouvelle posture. Votre volonté accentue l'ancrage en vous, évidemment, ça renforce le lien. Nous avons déjà passé quelques entretiens à tenter d'établir un distinguo entre ce que serait l'ésotérisme d'un côté et l'occultisme de l'autre. Nous avons vu que les deux domaines peuvent s'adresser ou concerner des personnes très différentes et pourtant, bien des intervenants confondent les deux choses. La confusion vient aussi du fait que l'ésotérisme et l'occultisme sont mis à toutes les sauces, ils sont présents dans plein de domaines, parfois de la vie courante, et représentent également l'un comme l'autre surtout des arguments de vente pour vous fournir tout et parfois même n'importe quoi. Alors justement aujourd'hui, nous allons continuer à tenter de discerner la différence entre les deux termes, entre les deux domaines, dans la manière dont ils peuvent vous concerner. Autrement dit, comment ils se diffusent selon votre profil ou ce que vous attendez. Autrement dit, à hauteur d'homme, lorsque l'on est soi-même en contact avec ces deux domaines, on va voir comment faire la différence entre les deux. Des personnes peuvent vous donner leur point de vue ésotériste. Vous pouvez chercher à comprendre le pourquoi et le comment de leur raisonnement ou de leurs références sans pour autant vous-même adopter la même manière de penser ou d'aborder les choses. Et par extension, vous pouvez lire des bouquins, vous documenter, un peu comme un enquêteur peut faire, à la recherche de quelque chose de manière rationnelle. Mais il est fort possible qu'en vous documentant, vous adoptiez les idées, chemin faisant, les points de vue, les postulats qui sont exposés, notamment parce que l'ésotérisme se réfère souvent à lui-même. Et tant que vous restez observateur, vous ne comprenez pas forcément grand-chose, vous restez à l'extérieur. Si, en revanche, vous quittez votre position objective d'enquêteur, une position extérieure en acceptant les postulats ésotéristes, alors vous allez souscrire à des thèses ésotérisantes. Alors le bouquin, la conférence, le document, peu importe, vont faire office pour vous d'initiation. Dans le contexte actuel, de grandes profusions de théories diverses, de postures se voulant globalisantes ou ésotérisantes, il est possible que vous passiez d'un système successivement à un autre. Donc l'initiation dont je viens de parler était en fait un marchepied pour une autre initiation, et ça va initier une sorte de séquence d'initiations successives qui vont vous conduire à devenir de plus en plus ésotériste et à vous reconnaître comme tel. Alors dans ce scénario, on peut se retrouver assez loin de la position d'observateur initial et on peut même s'en rendre compte. À partir de là, il est possible que vous cherchiez à fréquenter des personnes qui partagent les mêmes options, les mêmes croyances ou les mêmes horizons. Maintenant, quand je dis croyance, vous penserez à ce moment-là qu'il s'agit en réalité de connaissances ou d'approches qui se veulent globale ou plus ceci ou plus cela, plus profonde, etc. Bon. Je reviendrai sur ces aspects de l'ésotérisme dans un autre entretien. Bien entendu, certains vont aborder l'ésotérisme en rejoignant directement ou par l'intermédiaire d'une personne qu'ils connaissent un groupe, une société qui effectue des rituels d'initiation formels. Je ne voulais pas tout à fait comparer les deux types d'initiation, une par bouquin et puis l'autre le fait de fréquenter des cercles ésotériques, mais dans les deux cas, il se passe quelque chose sur lequel j'attire votre attention. L'ésotérisme vous déplace. Vous étiez dans une certaine disposition de recherche ou de curiosité à un moment donné, et vous basculez dans un nouveau statut ou une nouvelle posture, celle de la certitude de connaître ou d'accéder à quelque chose de l'ordre de la connaissance, une connaissance différente. Je veux dire que c'est un acte qui devient volontaire à un moment donné. C'est pas mauvais en soi de se déplacer, mais on ne se rend pas forcément compte, on ne prend pas forcément conscience que ce changement, en réalité, on y consent, on le choisit, on le décide. Il est souvent impulsé autrement, par suggestion, et ensuite on y adhère. Bien entendu, dans les cercles ésotéristes, on vous rabâche que vous êtes un initié, que c'est un privilège, etc. Donc vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Et vous accorderez une valeur positive à cette appartenance, c'est aussi parce que vous accordez de la valeur au regard des personnes qui sont, de fait, plus anciennes que vous, plus nombreuses, et qui plus est dans une société qui est structurée.
Après, question subsidiaire, est-ce qu'il suffit de passer une initiation formelle dans un cercle d'ésotéristes pour se dire ésotériste soi-même? Objectivement, des blaireaux, même initiés, ne se transforment pas en aigle royal du jour au lendemain, mais ils se supposent, eux, du fait d'être initiés, au-dessus de tout savoir, de toute autre connaissance, et se perçoivent subjectivement comme des sages, des aigles royaux, etc., tout en restant des blaireaux. Je ne veux pas les réduire à des animaux. Sur le plan humain, en fait, ils peuvent être pleins d'eux-mêmes, ils peuvent être creux, ivres de leur environnement ésotériste. Mais là, il y aurait beaucoup à dire concernant ces cercles-là, notamment sur l'impact sur les esprits, impact dont on fait en fait rarement mention ou étude critique. C'est un sujet à part entière et j'y reviendrai si vous le souhaitez. L'idée sur laquelle j'insiste aujourd'hui, c'est ce déplacement nécessaire et volontaire pour accéder à l'ésotérisme. Ce qui veut dire s'affilier avec une certaine lecture du réel, ça veut dire aussi souscrire, devenir actif, opérer une rupture entre ce qui sera désormais exotérique à vos yeux et donc profane par rapport à ce qui sera ésotérique et sacré, même si vous n'employez pas exactement ces mots-là. La démarche est exactement la même, elle passe par la tête, par l'opinion, la certitude, qui se prolonge inévitablement par la posture. La posture en question relègue au rang d'ignorance tout ce qui ne rentre pas dans une compréhension du monde que vous jugez vous-même élargie, correspondant à l'ésotérisme, c'est plus large, plus vaste, et qui vous place de fait, vous, en surplomb, ou à la racine de tout savoir, etc. Donc concrètement, si vous abordez l'ésotérisme de l'extérieur, un ésotériste pourra toujours souligner que vous n'avez absolument rien compris, que vous dites strictement n'importe quoi, parce que vous-même, vous n'êtes pas passé par l'initiation. Et de fait, c'est vrai. Alors que si vous êtes passé par l'initiation et que vous dites exactement la même chose, du coup, vous devenez crédible. Ce qui veut dire que l'on pourra au moins discuter avec vous sans vous prendre nécessairement de haut et éventuellement pour vous contredire de manière frontale. Alors à cette occasion, on observe aussi que l'ésotérisme est difficile à saisir, à définir, notamment par ses procédés d'évitement. Je reviendrai sur la question de la définition de l'ésotérisme par lui-même lors d'un autre entretien. Ce que je voulais souligner, c'est que l'ésotérisme ne procède pas par la vente de prestations, il procède par assimilation, par recrutement. Vous pouvez être en contact avec l'occultisme en étant bien entendu vous-même pratiquant d'une forme d'occultisme, par exemple la voyance, la médiumnité, la magie, etc., mais pas seulement. En effet, lorsque vous consultez un tel pratiquant, un praticien, vous êtes de fait en contact avec l'occultisme, vous le fréquentez. Le fait de consulter équivaut à une sorte de confiance ou de caution que vous accordez au praticien, même si vous n'y connaissez rien ou que vous n'avez pas le pouvoir correspondant. Nous avons déjà vu que la connaissance n'est pas requise pour être en contact avec des mondes inconnus, des mondes alternatifs, peu importe comment ils se présentent. Le praticien va poser un vocabulaire sur ce qu'il fait, et vous avez de fait confiance à son narratif. Voilà le principe de la consultation. Qu'il soit question d'énergie, de force naturelle, de sciences traditionnelles ou d'entités invisibles, vous ferez confiance. Et si la personne agit en tant que professionnel, vous achetez une prestation, donc vous attendez des bénéfices, et puis point final. Et si pour vous, ça s'arrête là, justement, si c'est point final, eh bien non, ça ne s'arrête pas là, là où vous l'avez décrété. Il y a des conséquences. C'est ce dont nous allons parler. Car ayant été concerné par le contact ou l'activation de ces énergies, entités ou forces naturelles, elles ne vont pas cesser d'agir au moment du paiement, soit liquide ou carte bleue, peu importe. Elles ont été activées en suivant un chemin très simple. Le médium sert de médium, et vous, en tant que destinataire de la prestation, vous êtes destinataire de ces forces. C'est exactement ce que vous attendez, des résultats positifs sur vous, des réponses, quelque chose de l'ordre du gain, de l'ordre du bénéfice. C'est pour ça que vous achetez une prestation. Ce que je cherche à dire, c'est qu'il existe désormais un lien entre vous et ces mondes inconnus, ces niveaux de réalité, et peu importe comment on les nomme. Ce lien, il est ouvert, il est activé. Ça ne veut pas dire que vous devenez vous-même un médium ou un médiateur entre deux mondes. Ça veut dire que ces mondes-là, en quelque sorte, connaissent votre adresse, vous êtes tracé. Et si l'ésotérisme peut vous concerner moyennant l'adhésion de votre volonté, de votre conscience, et il agit par recrutement, par assimilation, l'occultisme, lui, procède par infestation. En deçà de votre adhésion volontaire,
comme il en a déjà été question, lorsque l'on est concerné par l'occultisme, un lien s'établit de fait avec des forces occultes, des énergies cachées, occultes, qui peuvent porter différents noms. Bien entendu, cette infestation se renforce avec votre adhésion intellectuelle. C'est-à-dire que si vous êtes censé être d'accord sur le fait que les messages ou les manifestations qui se produisent relèvent en effet de l'histoire qu'on vous raconte, vous adhérez à un narratif consistant à dire que ce sont bien des esprits de défunts qui s'adressent à vous, que ce sont bien des anges ou des extraterrestres, des maîtres cosmiques, des elfes des montagnes qui parlent aux médiums, etc. Ou que les énergies naturelles latentes et universelles de guérison vont faire leur œuvre pour débloquer certaines barrières en vous, etc. Votre volonté elle-même accentue l'ancrage en vous, évidemment, ça renforce le lien ou le lien potentiel, mais il n'y a rien d'automatique là-dedans. Pas besoin d'initiation. L'intervenant, le praticien, est là pour activer, pour mettre en branle quelque chose. Et les personnes, les clients, se trouvent impliqués de fait. L'occultisme agit. Alors ces liens dont je parle sont imperceptibles, particulièrement au début, mais ils sont bien réels. Et ces liens sont indépendants de la prestation par elle-même, que ce soit un soin, que ce soit des messages, ou peu importe. Ce lien est ce qui restera au-delà de la prestation qui a été, entre guillemets, achetée. Alors parfois, quand on parle de lien, il est aussi question de portes ouvertes vers l'occulte, de portes ouvertes en nous. Ces portes sont un sujet à part entière et il ne faut pas le négliger. Lorsque j'aborde ce sujet, c'est toujours pour souligner que ce n'est pas du tout enviable d'avoir des portes ouvertes et je précise également qu'il ne faut pas non plus en voir tout le temps et partout. Je reviendrai sur ce sujet qui mériterait une véritable série d'entretiens. Et si vous souhaitez que j'aborde ce sujet, faites-le moi savoir en commentaire ou en m'écrivant. Je reviens sur le contact avec l'occulte et l'occultisme. Les inconvénients à la fréquentation de l'occulte ne s'arrêtent pas aux liens établis ou aux portes ouvertes potentielles. Pratiquer ou bénéficier d'une prestation occulte implique une confiance, voire un transfert d'autorité dans certains cas. Le médium, le voyant ou autres peuvent devenir, à la longue ou assez rapidement, des gourous, même à leur propre insu. Ils occupent, surtout les médiums, la fonction de prophète. Alors bien entendu, vous pouvez imaginer que nous sommes là dans des situations qui sont assez proches de possibles phénomènes d'emprise ou de dérives sectaires. Alors si ces sujets semblent vous concerner personnellement, n'hésitez pas à le signaler à des associations compétentes. Je veux dire, ne restez pas seul. Et surtout, ne tentez jamais de résoudre des problèmes en lien avec l'occulte avec d'autres moyens occultes. Vous l'aurez compris, vous allez renforcer au contraire d'autres liens ou les multiplier. Si l'ésotérisme et l'occultisme sont souvent des termes que l'on trouve voisins, lorsque l'on est sollicité par le vaste marché de l'étrange, nous avons noté qu'il s'agit en réalité de deux activités différentes. L'une est spéculative et théorique et l'autre concerne la pratique. Nous avons vu que ces deux approches utilisent deux procédés d'accroche qui sont différents. Lorsque l'on est en contact avec l'un d'eux, ce sera par l'assimilation pour l'ésotérisme et l'autre, ce sera l'infestation pour l'occultisme. Il suffit de donner sa caution et de pratiquer. Et les deux entraînent de toute façon une affiliation de votre conscience, qu'elle soit consciente ou qu'elle ne le soit pas. Alors j'ai passé plusieurs entretiens à parler de la fréquentation de l'occultisme. Je reviendrai à l'occasion. Et nous avons parlé un petit peu de la comparaison entre l'ésotérisme et l'occultisme. Et je vais maintenant, dans l'immédiat, entamer une série qui parlera davantage de l'ésotérisme. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut!